Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison comme chaque vendredi. Et ce soir, on vous conseille un documentaire détonnant, surprenant sur le trafic de drogue au Mexique, le business du crime, immersion chez les narcos. Et son réalisateur, c'est Bertrand Monet, professeur à l'EDEC de Lille. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez nous expliquer évidemment comment vous avez intégré cette organisation. Diffusion de votre documentaire mardi prochain, le 18 mai à 21h05 sur BFM, sur RMC Story, pardon. Mais avant, la bande-annonce. Mardi prochain, le cartel de Sinaloa au Mexique est l'un des plus grands fournisseurs de drogue du monde. Par an, on gagne au minimum 10 à 15 millions. C'est un bon business. Pour comprendre cette organisation, Bertrand Monet a passé plusieurs semaines au cœur du cartel. Vous avez déjà tué quelqu'un ? Plus d'une centaine. Personne n'est venu filmer ça avant vous. Vous êtes le premier à avoir vu tout le processus. Il faut payer le transport aérien, les agents de douane, les policiers. Vous voulez dire que vous corrompez les pouvoirs publics en Europe ? Bien sûr. 1h13 sous tension. Alors au début du documentaire, vous vous présentez comme professeur, donc spécialiste d'économie criminelle et pas comme journaliste, puisque vous n'êtes pas journaliste. Pourquoi cette nuance ? Elle est importante ? Oui, parce que c'est mon métier. Moi, je suis professeur à l'EDEC et je travaille sur l'économie criminelle parce que malheureusement, c'est une réalité à laquelle on doit former nos étudiants qui demain seront aux manettes de l'économie illégale. Faut leur expliquer ce qu'est l'économie criminelle, à quoi ça ressemble, quel bruit ça fait, ce que ça sent. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à travailler sur ces sujets-là et notamment à travailler sur le blanchiment d'argent, l'argent sale qui infiltre nos économies. Et c'est pour ça que je suis allé voir les narcos du cartel de Sinaloa, c'est pour comprendre d'où venait cet argent sale. C'est quoi l'origine de l'argent sale ? On trouve cette origine, elle est dans les labos de coke, elle est dans les champs de pavots, voilà, il faut comprendre la réalité de cette économie. Pour ça, il faut aller rencontrer les gens. Il faut aller sur place, sur le terrain, c'est indéniable. Je pense, parce que sinon, qu'est-ce que j'enseigne à mes étudiants ? Qu'est-ce que je peux raconter ? En quoi est-ce que je peux former ou informer ? J'apporterai rien. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rencontrer ceux qui font l'économie criminelle pour la décrypter et l'expliquer avec réalisme, avec plein de limites aussi, mais avec réalisme. Et pour ça, il faut aller rencontrer les gens. Alors, vous avez passé plusieurs semaines donc, au Mexique, 7 à 8 semaines en plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé justement dans votre enquête ? Ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est la différence entre les revenus qui sont astronomiques du cartel de Sinaloa, qui se comptent en milliards de dollars, avec des marges impressionnantes, c'est 4000% pour la cocaïne, etc. Donc ça rapporte énormément d'argent, et alors que cet argent, il est entre guillemets créé avec des moyens totalement dérisoires. On voit dans le documentaire que fabriquer de la cocaïne, fabriquer de l'héroïne, fabriquer du fentanyl, un opioïde qui est en train de faire des ravages aux US et ici aussi maintenant, ça coûte rien. Et donc c'est cet écart, cet abîme entre l'argent que les trafics rapportent et le coût de la production de ces drogues qui est simplement... On est à plus de 1000%, à un moment vous le montrez. C'est 4000% pour la coke, c'est énorme. Et il y a peut-être des business encore plus rentables, je sais pas, mais c'est ça qui est hallucinant. Et enfin, sans mauvais jeu de mots, mais il faut aller voir sur place pour comprendre. Il faut être avec eux quand ils conditionnent la coke, quand ils font l'héroïne, pour se dire, mais finalement, c'est le petit chimiste, quoi. On peut faire ça. Sauf que l'atout qu'ils ont, c'est qu'ils sont extrêmement violents, ils contrôlent des territoires entiers, et que donc sur ces territoires, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout vient de là, en fait. Les cartels, c'est une armée criminelle qui vend de la drogue. En fait. Oui, parce qu'il faut quand même replanter un petit peu le décor. Là, tout au long de ce documentaire, vous êtes entouré d'hommes cagoulés, armés. Tout au long de votre enquête, vous êtes senti en danger parfois ? Alors, je me suis pas senti en danger parce que j'ai beaucoup travaillé en amont pour être reçu par ces gens. Maintenant, attention, c'est des gens qui tuent. Le cartel tue des milliers de personnes chaque année, et donc les rencontrer sans être invité, c'est l'assurance d'une mort à très court terme. En revanche, c'est ce que j'ai fait, si on explique pourquoi on veut les voir et qui finalement ils acceptent de me voir, à ce moment-là, c'est plus du tout risqué, ça devient même l'endroit le plus sûr du monde. Culiacán, la capitale du Sinaloa, ou dans les montagnes, dans la Sierra où j'étais avec eux. Eux, ils ont des armes pour, entre guillemets, se protéger, plutôt pour lutter contre l'armée. Qui n'est pas corrompue, l'armée. L'armée n'est pas corrompue, la police mexicaine est très corrompue. Ils la payent, ils me l'ont dit, face caméra. En revanche, l'armée, ils en ont peur. Et l'autre entité dont ils ont peur, c'est la DEA, l'agence antidrogue américaine. Eux, ils les pourchassent vraiment. La DEA les pourchasse. Ils ont des stations un peu partout sur leur territoire. Il y a des endroits où j'ai filmé, il y avait une antenne de la DEA pas loin. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours armés au cas où. Mais c'est pas pour entre guillemets, se protéger de gens comme moi. C'est contre des gens comme moi. C'est vraiment
Et puis ils ont cette fascination pour l'arme, pour la mort. Ils sont très comme ça, les narcos mexicains. C'est un cheminement donc très très long, puisque ça reste inédit quand même de pouvoir rencontrer ces hommes-là qui parfois sont tout en haut de l'échelle. Alors, c'est pas inédit. Il y a d'autres gens qui l'ont fait, hein, notamment mon ami David Berian, journaliste espagnol qui est décédé, qui a été tué au Burkina Faso il y a une dizaine de jours, qui lui a été vraiment un pionnier là-bas. Mais il y a d'autres gens qui le font. Hein. Certains de vos confrères le font très bien aussi. Donc et pour gagner leur confiance, en tout cas, ça c'est un cheminement, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et je pense que ce qui a fait que ça a marché, moi ça a pris 8 ans d'approche, hein, c'est que moi je m'intéresse à l'économie de cette organisation. Moi je considérais le cartel, je l'ai analysé comme une multinationale du crime. Alors ils savent très bien que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils font, que j'ai aucune admiration pour ce qu'ils font, etc. Mais moi j'ai un œil clinique. Ce que je veux comprendre, c'est... Moi, je suis prof à l'EDEC. C'est les chiffres, c'est les marges, c'est comment ils blanchissent, etc. Et pour ça, il faut que j'aille voir concrètement. Et du coup, je pense qu'ils ne se sont pas sentis en danger. Ils ont dit, OK, c'est l'économie que tu veux voir. On te la montre. On peut te montrer, mais attention, j'ai pas tout vu. Il y a plein de choses que j'ai pas vues. Il y a plein de choses qui m'ont pas autorisé à filmer aussi, que j'ai vu, mais que je n'ai pas pu rendre, finalement. Donc vous ne pouvez pas en parler, du coup ou... Alors, je peux en parler, mais en fait, tout ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit, c'est l'emprise qu'ils ont sur une région entière. Premièrement. Sur les hommes et les femmes. Sur des dizaines de milliers de personnes qui vivent là. Ça, j'ai pas pu filmer les familles. Et pourtant, il y a des scènes extrêmement fortes. Je me souviens de tonnes d'opium dans la cour d'une école, dans un village de la Sierra. Bon, voilà. Et ça, ils m'ont dit, tu filmes surtout pas. Voilà, ce genre de choses-là. Et l'autre sujet qui est tabou pour eux, c'est la corruption. Comment est-ce qu'ils arrivent à corrompre des hommes politiques, des policiers de très haut rang? Ça, il faut pas en parler pour eux parce que c'est absolument stratégique à leur business. Sans corruption, il n'y a plus rien pour eux. Donc ça, il faut pas toucher. Alors, on va avoir justement un extrait, Bertrand, de votre documentaire où l'on voit la transformation de la drogue. Vous allez nous en parler juste après. Le mélange est ensuite chauffé plusieurs heures. C'est une heure, ça trempe direct dans l'estomac. Transformé en un liquide brun, il est ensuite mis à refroidir dans une bassine d'eau. Ça, c'est la meilleure héroïne qui existe. La reine des reines. La toute première formule trouvée à partir de la plante. Personne n'est venu filmer ça avant vous. Vous êtes le premier à avoir vu tout le processus. Une séquence assez hallucinante. Comment vous l'avez vécu, vous? Parce que vous parlez, vous évoquez justement ces odeurs. C'était compliqué sur place? Ouais, c'est compliqué. Parce que les vrais risques, en fait, que j'ai eu sur place, les situations un peu compliquées, c'était ça. C'était les vapeurs. Là, c'est de la fabrication d'héroïne. Il y a des acides, etc. Ça se dégage quand ça chauffe. Enfin bref. Et là, si vous restez au-dessus, ça peut être dangereux pour votre santé. D'ailleurs, les narcos l'ont dit, hein, recule-toi. Voilà. Eux sont à l'aise, ils font ça tous les jours en fait. Alors eux, ils font ça tous les jours. Alors ils ont des masques. Hein. Après, bon, il y en a qui ne portent plus de masque. Il y a aussi des jeunes. Hein. Il y a des gamins qui se mettent juste au-dessus pour apprendre. Voilà, mais ils ne voulaient pas que moi j'ai de problème. Donc c'est pour ça. Des risques, c'était ça, et puis des risques parce que j'ai pris des avions du cartel qui transportent de la drogue, etc. Et ça, c'est des avions qui se posent dans les montagnes sur des pistes en montagne. C'est des pistes de terre, quoi. C'est des chemins de terre, ouais. Là, le risque, voilà, c'est un risque technique. Je me suis cassé une épaule pendant le tournage avec mon cadreur parce qu'il était trop près d'un avion au moment du décollage, ce genre de choses-là. Mais c'était pas vraiment. Il n'y a pas eu de risque lié à leur violence intrinsèque. C'est des risques qui sont liés, voilà, à des déplacements, à des modes de déplacement, ce genre de choses-là. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment les chiffres. Tout au long le cheminement du documentaire, c'est vraiment je veux des chiffres pour bien comprendre. Ah oui, bah, moi je suis prof à l'EDEC. L'EDEC, c'est une école de management. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment l'argent sale intègre l'économie légale. Et ça, c'est des chiffres qu'il faut, et ces chiffres, il faut aller les chercher là où on est sûr qu'ils sont vrais. Voilà. Il y a tellement d'informations comme ça un peu rapides qui circulent là-dessus parce que c'est des sujets un peu sexy, etc. Non. Pour l'économie légale, en quoi est-ce que c'est dangereux? Et ça, il faut le chiffrer. Quels sont les pourcentages? Quel est le volume? Quelle est la profitabilité avec lesquels ils font leur business? C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, mon sujet, c'était de mesurer de façon précise le poids de cette économie en faisant documenter cette recherche par ceux qui la font.
Et vous étiez en partie seul ou avec un cadreur? Alors j'ai beaucoup filmé seul et puis j'ai aussi filmé évidemment avec un cadreur, enfin avec 2 cadreurs différents, dont c'est le métier, qui ont l'habitude de ces zones-là, soit de travailler sur le crime organisé, soit de travailler en zone de guerre. Et voilà, et ça m'a été évidemment d'un très grand secours. C'est des gens qui sont très agiles, qui ont une grande expérience de ces sujets-là, et ça m'a aidé aussi pour la mise en image évidemment du documentaire. Mais sinon je filmais seul sur certaines séquences où les narcos ne voulaient personne d'autre et c'était une seule personne. La religion très présente aussi pour ces hommes qui sont vraiment dans le trafic de drogue, c'est contradictoire, c'est ce qui vous a choqué? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Alors c'est vrai des narco-mexicains, c'est vrai d'autres organisations criminelles sur lesquelles je travaille, la Camorra à Naples, les pirates nigérians. Bref, il y a une forme de mysticisme, mais je pense en fait en discutant avec eux que c'est une façon pour eux de s'auto-absoudre. Ils commettent tellement d'horreurs que le fait d'aller à la messe tous les dimanches, de prier la Vierge Marie, d'avoir des crucifix comme ça... Ils sont conscients, mais du coup, C'est une façon d'essayer de sauver leur âme. Et d'ailleurs, certains le disent. Ils savent très bien. Ils disent, oui, je crois en Dieu, mais je peux pas aller le voir en ce moment avec ce que je fais. Mais en fait, ils savent très bien qu'ils commettent les pires crimes, mais voilà, ils essaient, entre guillemets, de se sauver tout seul avec ça. Évidemment, c'est une pratique dévoyée de la religion, mais ils y croient. Merci beaucoup Bertrand Monet, votre documentaire passionnant donc, qui sera diffusé mardi prochain, le 18 mai à 21h05 sur RMC Story. On rappelle donc le titre, Le business du crime, immersion chez les narcos. On se retrouve également ce week-end, évidemment, avec les petites sorties. Vous allez retrouver Cola. Ne loupez pas le premier épisode à partir de demain, 7h45.